Bonjour, je m'appelle Flavio. Je vais vous présenter une introduction au calcul par le GPU et à son architecture. Alors, le calcul par le GPU est un domaine qui a énormément changé, qui a énormément évolué dans les 6 dernières années. On est en fait très chanceux maintenant car c'est une technologie qui est utilisable par à peu près tout le monde et qu'on retrouve dans à peu près tous les appareils à toutes les échelles, depuis les smartphones jusqu'aux énormes clusters. Alors, il y a 6 ans, la situation elle était toute différente. La technologie CUDA était déjà là. Elle était utilisable seulement sur un petit nombre de GPU. Et en fait, elle était aussi utilisable uniquement par un petit nombre de personnes, car coder sur carte graphique était extrêmement compliqué et pas très accessible. Alors, peut-être on va commencer par un survol de différents matériels GPU disponibles. Par exemple, pour les smartphones, il existe un processeur, le processeur K1, qui a un multicore ARM avec environ 200 corps GPU, ce qui rend la technologie accessible aux systèmes embarqués, comme par exemple les avions autonomes ou aux centres de données énergétiquement plus efficients. Au niveau suivant, on retrouve les plateformes mobiles. Ce sont typiquement les ordinateurs portables. Il y a par exemple la carte graphique GeForce M, qui est suffisante pour la plupart des applications dans les secteurs de l'ingénierie et la conception assistée par ordinateur, ou encore le développement de logiciels pour GPU. Et tout de suite après, on retrouvera les ordinateurs fixes. Ce sont les ordinateurs de bureau, où on pourra faire des simulations plus gourmandes en ressources. Et aussi, on a la possibilité de connecter plusieurs GPU sur la même machine. À une toute autre échelle, on retrouvera les clusters. Alors le nœud typique d'un cluster pourrait être composé de plusieurs CPU et de plusieurs GPU K20. Et par rapport aux ordinateurs de bureau, ce qu'on retrouvera en plus, ce sera par exemple la virtualisation graphique ou encore le calcul sur GPU à distance à l'aide de RCUDA. Alors RCUDA fera l'objet d'un autre cours. Et enfin, il y a des applications émergentes, mais peut-être aussi intéressantes. Mentionnons juste les systèmes de réalité augmentée, qui seront utilisés par exemple pour l'assistance à la conduction ou tout simplement pour le divertissement. Très bien, alors tout ceci veut dire qu'il y a énormément d'applications de la programmation sur GPU et en fait sur une large palette d'architectures. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on va raconter maintenant et tout ce que vous pourrez apprendre sur CUDA et sur les GPU est en fait valable pour tous ces appareils et toutes ces architectures. Voyons un peu où se trouvent les GPU dans un système de calcul à haute performance. Alors ici vous avez un nœud, le nœud d'un cluster. Au milieu, sous les dissipateurs thermiques, il y a les CPU. Juste à côté, il y a la mémoire centrale, la DRAM. Et derrière, il y a les GPU. Ce qu'il faut noter, ce qui est très important pour nous, c'est que chaque GPU a sa propre mémoire. Ce qui veut dire essentiellement que chaque fois que vous voudrez faire un calcul sur un GPU, vous devrez d'abord transférer les données depuis la mémoire centrale jusqu'à la mémoire des GPU, faire le calcul et ensuite reprendre les données sur votre mémoire centrale. Voici ici une vue un peu plus schématique du même nœud. Alors ici on se retrouve avec deux sockets de CPU et puis 4 GPU, ça serait ce qu'on appelle un gros nœud. Et faites bien attention avec le hub de input-output. Il y a plusieurs configurations possibles, mais sur cette configuration, vous voyez que le nœud est scindé en deux. Ça veut dire qu'il y aura deux GPU qui seront côte à côte et deux autres qui seront côte à côte, mais si vous voulez accéder d'une paire à l'autre, alors les données vont devoir remonter sur les CPU et revenir après sur les GPU. Chaque CPU a donc une paire lointaine et une paire proche de GPU. C'est ce qu'on appelle en fait un système NUMA, c'est-à-dire un système d'accès non uniforme à la mémoire. Et il faudra faire attention sur comment vous codez votre application, qui en fonction pourra être plus ou moins rapide. Comme on souhaite utiliser les GPU dans la recherche scientifique, c'est très important que les applications parallèles et les formes de parallélisme qu'on a actuellement soient compatibles avec l'utilisation des GPU. Et en fait, les applications parallèles, par exemple MPI, peuvent utiliser de multiples GPU. C'est-à-dire qu'un seul processus au sein d'une même application peut utiliser plusieurs GPU, ou vice-versa, un GPU peut être utilisé par plusieurs processus. Et en fait, à l'intérieur de chaque processus MPI, chaque thread pourra utiliser à son tour plusieurs GPU, ou un certain GPU pourra être utilisé par plusieurs threads au sein d'un même processus. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a des contextes MPI qui gèrent tout ça, ce qui fait que grâce au contexte, les GPU peuvent être utilisés par n'importe quelle application, que ce soit une application MPI, OpenMP ou MPI et OpenMP combinés. Ça fait plusieurs années qu'on enseigne le calcul par le GPU
Et il se trouve que l'évolution des écosystèmes GPU a énormément changé dans les dernières années. Alors par exemple, en 2008, on enseignait essentiellement le CUDA, et les programmes qu'on écrivait, ils ne tournaient qu'avec une petite famille de GPU qui était celle pour laquelle ils avaient été conçus. Et de nos jours, il existe un grand nombre de librairies capables d'utiliser le GPU et permettant donc de s'affranchir de CUDA. Et ce sont des librairies qui permettent de faire tout genre de traitement de données, comme par exemple cuBLAS ou Magma pour l'algèbre linéaire, ou cuSparse qui sera aussi pour l'algèbre linéaire mais qui permettra d'utiliser des matrices creuses, ou encore AMGX pour résoudre des systèmes linéaires, cuFFT pour tout ce qui est en relation avec le transformé de Fourier, ou Trust et Cobb pour le traitement général de données. Il y a également des langages à directive qui facilitent énormément la programmation pour le GPU, comme OpenACC ou HMPP. Alors, OpenACC fera l'objet d'un autre cours. Et tout ceci fonctionne sur 5 générations de GPU, depuis les plus anciens qui ne sont plus tellement utilisés, jusqu'aux plus récents comme Kepler ou Maxwell en 2014. Donc, CUDA n'est désormais nécessaire que pour une programmation vraiment très spécifique, ou alors lorsqu'on a besoin d'un programme extraordinairement efficient. Il y a donc de nos jours 3 niveaux de développement des applications sur GPU. Alors au plus haut niveau, on pourra voir le GPU juste comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'on va utiliser le GPU à travers une librairie qui le prend en charge. Il n'y aura donc aucune connaissance vraiment spécifique sur le matériel à avoir, on pourra tout simplement utiliser la librairie et elle fera tout le travail. À un niveau un peu plus bas, il y a des langages à directives comme OpenACC qui auront une conscience partielle du GPU. C'est-à-dire qu'on devra quand même renseigner le compilateur sur comment déléguer certaines tâches, boucles ou données au GPU, mais essentiellement le compilateur va faire presque tout le travail. Et au plus bas niveau, on pourra aussi coder directement avec CUDA, donc écriture à la main des noyaux GPU, mais dans ce cas-là, il faudra avoir une connaissance bien pointue et très spécifique sur le matériel et sur CUDA. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples. Alors ici, on a pris une tâche très simple, la multiplication de deux matrices, qu'on a déléguée à du matériel assez différent. Alors on a d'un côté deux CPU, le Xeon E5 et le Xeon Phi, et deux GPU, le Radeon et puis le Tesla. Et on a essentiellement sur ce graphique le nombre de gigaflops par seconde pour chacun de ces matériels. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est que sur GPU, on a un facteur 2 de gain, ou voire même un facteur 5. Et regardons donc comment est-ce que c'est possible. Pour multiplier deux matrices sur les CPU, on va utiliser la librairie BLAS. Alors ça va se passer en essentiellement juste une opération. Et du côté des GPU, ça sera pratiquement la même chose. On utilisera la librairie cuBLAS. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit au tout début sur la mémoire. Les GPU ont leur propre mémoire. Ça veut dire qu'il va falloir commencer par allouer de la mémoire sur les GPU. Oui, ici on a un handle qui est spécifique à cuBLAS et qui sert essentiellement à travailler avec plusieurs GPU. Une fois que la mémoire est allouée sur les GPU, on va devoir transférer les données de la mémoire centrale jusqu'à la mémoire des GPU, faire l'opération, récupérer les données, puis finalement libérer la mémoire sur les GPU. Ça, c'était l'approche classique, mais ce qui est de sympa maintenant, c'est qu'avec CUDA 6, il y a la nouvelle librairie NVBLAS qui essentiellement permettra de faire les choses de la même façon qu'on aurait fait sur les CPU. Il n'y aura même plus besoin d'explicitement allouer de la mémoire et de transférer les données, car la librairie NVBLAS s'en charge elle-même. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est de linker la librairie NVBLAS. Et une fois linkée, la librairie NVBLAS étend les possibilités de cuBLAS directement d'une façon transparente. Plus besoin donc de recompiler, il suffit de linker, et ça c'est donc utilisable avec n'importe quelle application qui appelle des fonctions BLAS, comme Octave ou Scilab. Voici un autre cas pratique, cette fois-ci un cas pratique de tri de paires de clés-valeurs, de 128 millions de paires clés-valeurs. Ici on compare les CPU aux GPU comme tout à l'heure, et on observe aussi un gain en performance d'un facteur 2 à 6 environ. Et du côté du code, on utilise la librairie Trust, mais c'est exactement le même principe. Alors tout d'abord, on génère les données, on transfère les données de la mémoire centrale au GPU, on fait le tri en une seule ligne, et ensuite on récupère les données. La librairie Trust, c'est une librairie qui est maintenant bien rodée, qu'on connaît bien, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une toute nouvelle librairie des laboratoires de recherche NVIDIA, c'est la librairie Cobb, qui offre un tri par base avec une performance environ 2 fois et demi meilleure que celle de Trust. Notre dernier cas pratique, c'est le stencil du problème de propagation de l'onde. Alors du point de vue du code, c'est seulement un calcul à l'intérieur de 3 boucles imbriquées. Et côté diagramme, on constate aussi qu'avec les GPU, on a une accélération qui est bien conséquente par rapport aux CPU. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette accélération aussi importante? Essentiellement, c'est relié au problème de vectorisation.
Sur les CPU, le code doit être vectorisé, ce qui est une opération qui est assez pénible pour le cas du stencil, mais aussi en général, alors qu'avec les GPU, les corps des GPU sont des corps scalaires. Donc il n'y a pas besoin de vectoriser le code. Le code a été ici parallélisé et adapté pour GPU à l'aide d'OpenACC. On n'a donc utilisé que quelques directives, ce sont les Pragma ACC kernels et les Pragma ACC loop. Alors l'avantage à utiliser OpenACC ici, c'est essentiellement la facilité, mais aussi le fait qu'OpenACC génère souvent des noyaux GPU qui sont bien plus rapides et plus performants que ceux qu'on peut écrire à la main, peut-être en plusieurs jours avec CUDA. Et puis c'est dû au fait que l'optimisation des noyaux CUDA est une tâche extrêmement complexe et compliquée. Si on compare les CPU à gauche avec les GPU à droite, on verra qu'à gauche, on n'a que quelques corps, mais des corps complexes, alors qu'à droite, on a des milliers d'unités de calcul, mais toutes des unités de calcul simples. Les corps d'un CPU vont être vectoriels, c'est-à-dire qu'un même calcul va être effectué sur un très très grand nombre de données, alors que du côté des GPU, les corps sont tous des corps scalaires. Aussi du côté de la mémoire, les CPU auront des grands caches, alors que les GPU auront un grand banc de registres et puis ils auront aussi de la mémoire partagée. Lors de l'exécution d'une application sur un CPU, l'application va être sous-divisée en processus et chaque processus va être séparé en threads, alors que du côté du GPU, un noyau GPU va être découpé en blocs et chaque bloc va être découpé en warp et les warps seront eux à leur tour sous-divisés en threads. Les processus et les threads d'un CPU sont eux gérés par le système d'exploitation, alors que les threads d'un GPU sont extrêmement légers et sont gérés par le driver du GPU. Du côté de la mémoire, la latence de la mémoire elle est lissée par 3 niveaux de cache dans les CPU, alors que dans les GPU, la latence de la mémoire elle est plutôt lissée en changeant de thread. Et qu'est-ce qui rend donc une application GPU efficiente? Alors tout d'abord, les calculs sur GPU sont scalaires, donc il n'y a pas de problème de vectorisation. Ensuite, la tâche sur un GPU va être découpée en un très très grand nombre de plus petites tâches parallèles qui seront exécutées par des threads sur le GPU. Pour donner un ordre de grandeur, on va typiquement découper une tâche en quelques milliers de sous-tâches. Ensuite, les threads d'une tâche doivent garder un équilibre entre deux ressources clés qui sont les registres et la mémoire partagée. Les threads d'une même tâche doivent accéder à des adresses mémoire consécutives, c'est ce qu'on appelle les problèmes de coalescence, et finalement les threads d'une même tâche ne doivent pas contenir un branchement divergent de if-else. En revanche, ce n'est pas un problème s'il y a plus de tâches que de corps, c'est-à-dire que dans ce cas, les tâches restantes seront automatiquement exécutées après le premier groupe. Si l'utilisation des registres et de la mémoire partagée n'est pas équilibrée, eh bien c'est plus subtil, mais il y a quand même un problème. Parce que même si des ressources de calcul existent et sont là, il y a un trop petit nombre de tâches qui utilisent déjà toute la mémoire, et alors d'autres tâches doivent attendre et des ressources de calcul sont gaspillées. Et le point le plus important, c'est probablement l'organisation de la mémoire dans les GPU, qui est assez différente à ce qui se passe dans les CPU. En fait, tous les accès à la mémoire se passent par bloc de 128 bytes, et idéalement, on devrait avoir un warp, c'est-à-dire une collection de 32 threads qui accèdent à la mémoire d'une façon alignée. Ici, on voit la situation idéale. Ces 32 threads s'exécutent donc d'une façon synchrone, et du coup, le mieux qu'on puisse avoir, c'est un seul accès à la mémoire. Une situation un peu moins idéale serait celle-ci. Alors ici, il y a un alignement qui n'est pas parfait entre les threads et la mémoire. Et du coup, pour exécuter ce code, il aura fallu 2 accès à la mémoire. Mais la pire des situations, c'est lorsque pour chaque thread d'un warp, il y a un accès à la mémoire. Donc ça veut dire qu'il y aura en tout, dans cette situation-là, 32 accès à la mémoire pour l'exécution d'un seul warp. Et donc, dans quelle situation est-ce que cela pourrait se produire? Alors, l'exemple typique, c'est les tableaux multidimensionnels. Imaginez que vous avez un tableau, par exemple, à 2 dimensions, donc à une matrice, et qui a pour indice rapide le premier indice. Si vous parcourez ce tableau en faisant 2 boucles imbriquées, si la première boucle qui parcourt la matrice elle itère sur le deuxième indice, alors vous êtes en train d'accéder à la mémoire d'une façon non consécutive. C'est vrai que le cache aide à réduire un peu ce problème lorsqu'il y a une mauvaise gestion de la mémoire, mais en règle générale, d'un point de vue de l'optimisation, cette situation est plutôt désastreuse. Alors notre quatrième point est moins critique, mais aussi important. Imaginez-vous qu'il y ait des if-else dans notre code. Peut-être d'abord l'exemple simple avec juste un if. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les threads d'une même tâche vont exécuter exactement le même code, et du coup, pendant que certains threads exécutent ce qu'il y a dans le if, c'est ceux qui ont le flag vrai, les autres threads qui ont le flag faux, ils vont juste attendre. Mais la situation, elle devient déjà moins bonne lorsqu'il y a des if qui se suivent avec des else. Alors, imaginez-vous qu'il y ait le groupe A de threads qui ont le flag vrai.
et le groupe B de threads qui ont le flag faux. Alors lorsqu'ils rentrent dans le if, le groupe A commence à exécuter le bloc qu'il y a à l'intérieur du if, alors que le groupe B est en train d'attendre. Ensuite, une fois que l'exécution du if s'est terminée, c'est le groupe B qui va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur du else, alors que le groupe A sera en train d'attendre. Donc au final, on aura passé beaucoup de threads auront passé beaucoup de temps à rien faire du tout. C'est ce qu'on appelle ici un branchement divergent, ce qui sera aussi à éviter. C'était jusqu'à présent une petite introduction, mais vous trouverez plus de détails sur l'architecture des GPU dans le cours sur CUDA. Alors les quelques points à retenir sont les suivants. Tout d'abord, les GPU offrent une bien meilleure performance aux calculs qui sont massivement parallélisés ou parallélisables. Ensuite, vous pouvez dès à présent utiliser les GPU dans un programme, que ce soit dans un programme qui est déjà parallélisé avec MPI ou OpenMP ou les deux, ou en utilisant des librairies qui sont largement efficientes et puis capables d'utiliser les GPU pour de nombreux types de problèmes computationnels. Et de nos jours, CUDA n'est requis que pour développer des applications très particulières. Ensuite, l'architecture GPU et son modèle d'exécution sont vraiment pensés pour un parallélisme massif, mais l'efficacité des calculs sur GPU repose quand même sur 4 facteurs auxquels il faut être attentif. Alors tout d'abord, il faut que le parallélisme soit suffisant. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait assez de travail pour tous les threads, pour tous les corps du GPU, et il faut une utilisation équilibrée des registres et de la mémoire partagée. Et très important, il faut une utilisation efficace de la DRAM, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix éviter la coalescence. Et à l'intérieur d'un noyau GPU, il faudra aussi minimiser les branchements. Pour finir, si le sujet vous intéresse, il y a plusieurs possibilités à Lugano. Alors la voie académique, c'est essentiellement l'université de Lugano. Il y a un cours semestriel qui traite essentiellement du profilage, de l'optimisation à travers divers cas pratiques et l'étude de diverses applications scientifiques. Il y a aussi la voie commerciale en collaboration avec NVIDIA. Alors des cours sont organisés régulièrement, des cours de 3 à 5 jours sur place par la pratique. Alors le contenu c'est essentiellement le même, mais orienté côté besoin du client. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour ceux qui auront réussi les cours, que ce soit du côté académique que du côté commercial, un certificat sera décerné à la fin. Alors merci pour votre attention et à un prochain cours.